Alors, bienvenue tout le monde à cette discussion, ce panel de discussion aujourd'hui organisé avec la Ville de Montréal et le CQCD, le Conseil québécois du commerce de détail. Alors, je me présente, Jean-Guy Côté. Je suis directeur général du Conseil. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Luc Rabouin, qui est le maire d'arrondissement du Plateau Montréal et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal. M. Rabouin est un allié indéfectible du commerce de détail depuis quelques années. Donc, nous sommes contents de l'avoir aussi aujourd'hui pour la discussion. Et le cœur de la discussion, c'est la relance. On vient de passer 2020, une grosse année pandémique, confinée, avec des défis. Les commerçants, autant à Montréal et ailleurs au Québec, ont eu plusieurs défis à affronter. Donc, aujourd'hui, on va discuter un peu de ce qu'on en retient, de ce que la Ville a aussi à offert comme support, de ce que le CQCD aussi a offert comme support. Puis comment on peut travailler sur la relance, comment la relance peut être plus dynamique, différente, et retenir aussi les leçons qu'on a eues dans les dernières années, dans les derniers 14-15 mois. Donc, on va passer ensemble aussi les éléments de collaboration, ce que le CQCD a offert comme support avec la collaboration de la Ville de Montréal, puis aussi les programmes que la Ville offre. De support, de soutien pour les détaillants, les commerçants. Donc, ça va être une conversation très ouverte, non, euh, très intéressante dans un sens, pleine d'informations, mais aussi, on veut aborder l'ensemble des sujets et des défis que nous avons devant nous. Donc, je vais laisser la chance à Luc de se présenter. Donc, bienvenue, Luc. Bienvenue à ce panel de discussion. Merci, Jean-Guy. Merci pour l'invitation. C'est une belle occasion. On l'a fait l'année dernière. On l'a fait aussi à quelques reprises dans l'année en plus petit groupe, avoir l'occasion d'échanger directement avec les commerçants. C'est important pour moi parce que c'est comme ça aussi que j'ai un contact direct avec ceux qui vivent les situations, puis que ça nous permet, nous, de mieux comprendre puis d'ajuster nos programmes en vue d'être sûr qu'on est utile puis qu'on aide le maximum de commerçants à passer à travers la crise. Donc, merci de cette invitation. Puis je veux aussi te remercier, puis toute ton équipe, parce que depuis le début de la pandémie, là, on a vraiment instauré une relation de collaboration et de solidarité. Et nous, on a besoin d'avoir des partenaires là, qui sont en contact, qui ont de l'expertise. Vous avez des expertises qui sont spécialisées. On a pu faire appel à ça là, pour que ça aide les commerçants. Donc, merci beaucoup pour cette collaboration-là, très étroite pendant toute la dernière année. Et merci beaucoup. La Ville de Montréal, a toujours été extrêmement proactif là, depuis le début. Donc, pour nous, vous êtes un allié indispensable à l'avenir du commerce de détail. Donc, la conversation, si vous avez des questions, parce que cette conversation-là est là pour vous informer. Donc, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous tracassent, vous préoccupent, vous pouvez utiliser la section Q&A ou questions-réponses en français qui se trouve en bas de votre écran dans l'application Zoom et d'inscrire les questions au fur et à mesure. On va avoir une période à la fin pour y répondre. Donc, ne vous gênez pas s'il y a des questions qui émergent pendant qu'on discute. Ne vous gênez pas de les inscrire. On va leur répondre à la fin. Voilà, la discussion est ouverte. Puis, je commencerai par vous demander comment, actuellement, là, on est en juin, 14-15 mois de pandémie, comment on évalue la situation du commerce à Montréal selon vous? Ouais, je prendrais quand même un pas de recul, juste qu'on se rappelle l'année dernière, à peu près à pareille date, au début, un peu plus proche du début de la pandémie, Montréal était l'épicentre de la pandémie au Canada. On avait fermé tous les commerces non essentiels pendant plusieurs mois. Et il y avait plusieurs prédictions là, qu'on allait perdre jusqu'à 50 des entreprises, 50 des commerces, etc. On avait beaucoup, beaucoup de craintes. Et le scénario catastrophe, il ne s'est pas réalisé. Malgré qu'on a eu une année extrêmement difficile, là, les commerçants ont eu une année extrêmement difficile, encore plus les restos et les bars qui viennent à peine d'être autorisés à ouvrir, là, qui sont fermés depuis le 1er octobre. Mais tout le commerce de détail a eu une année très difficile. Euh,
Si je regarde sur la situation générale de l'économie, parce que ça aide aussi pour comprendre la situation du commerce de détail, un an plus tard, Montréal, dans les grandes villes d'Amérique du Nord, on a la meilleure reprise de l'emploi dans les grandes villes en Amérique du Nord. La meilleure. Donc ça veut dire que les gens sont au travail, ils ont des revenus et donc ils ont des revenus disponibles pour consommer, pour agrémenter leur vie. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle dans le big picture, si on veut, de la situation économique. On a eu l'année dernière, en pleine pandémie, une année record en nombre de projets d'investissement étrangers, nombre d'emplois créés, donc des entreprises qui viennent s'installer ou qui se développent à Montréal. Donc, ça veut dire que la reprise économique là, est déjà enclenchée. Donc, on est déjà dans la relance depuis plusieurs semaines, ce qui est une bonne nouvelle pour le commerce de détail. Et sur le taux de vacances commerciales, parce qu'on se disait les rues vont devenir vides, il va y avoir plein de commerces, on a eu une augmentation de la vacance commerciale moyenne à Montréal d'autour de 5. Donc, c'est important, mais ce n'est pas du tout à la hauteur du scénario catastrophe qu'on avait envisagé. Puis même Sainte-Catherine, qui est au centre-ville, là, et on sait que les commerces du centre-ville sont encore plus atteints que les autres parce qu'habituellement, ce qui les fait vivre, c'est les 300 000 travailleurs quotidiens qui sont encore en télétravail. Bonne nouvelle, le télétravail est obligatoire, ça va ramener du monde. 11 millions de touristes par année. L'année dernière, on en a eu 1 million, donc c'est sûr que ça fait des clients de moins. Et les étudiants là, qui sont tous en télétravail. Donc, le fait que le télétravail ne soit plus obligatoire, que la vaccination progresse, que la situation s'améliore, ça augure bien aussi pour les commerces du centre-ville. Mais même Sainte-Catherine, j'allais dire, a un taux d'inoccupation de 24 mais quand on compare avec des villes comme Toronto ou New York, c'est vraiment mieux sur Sainte-Catherine, même si c'est très difficile, que dans les autres grandes villes. On s'en sort mieux à Montréal qu'ailleurs. À Times Square, on me disait que c'est 40. Imaginez le taux de vacances commerciales. Donc, quand on se compare, même si on sait que c'est difficile, la situation est moins catastrophique que prévu et elle s'améliore rapidement. Puis là, on pourrait parler de ce qu'on fait pour que ça s'améliore. Là. Mais je pense que l'année a été dure. Mais même les ventes, vous le savez, là, sur les chiffres de vente du commerce au détail, on a pas mal rattrapé le niveau de vente de l'année dernière, avant pandémie. Mais c'est sûr qu'il y a eu une baisse très, très importante pendant l'année. Donc, une année très difficile, mais des perspectives quand même, somme toute, positives. Ben, j'abonde dans le même sens, en fait. Puis les ventes, lorsqu'on regarde en chiffre absolu, la catastrophe annoncée, puis tu le disais, la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu. Là. On s'est maintenu quand même. Lorsqu'on creuse, cependant, on s'aperçoit que il y a des secteurs comme la mode, puis eux ont eu plus de difficultés. Mais les secteurs, si vous allez faire une visite chez votre quincaillier du coin, vous allez vous apercevoir que lui, ça roule beaucoup, ses affaires, puis c'est correct. Certains me disent qu'ils ont fait 2 ans en un, donc bref, il y a des éléments positifs. Il y a eu un déplacement. Donc, il y a eu des déplacements des ventes dans différents secteurs. Donc, là, ça demande aussi un peu plus d'agilité parce que la relance va être différente d'un secteur à l'autre. Il y a des gens qui n'ont pas nécessairement besoin de support pour une relance, puis il y a d'autres secteurs du commerce de détail qui, eux, vont avoir besoin d'un certain oomph pour arriver à passer à travers. Mais c'est vrai que lorsqu'on se souvient, l'an passé, on a la même discussion au début de l'été, n'avait pas le même goût. Donc, on parlait peut-être de deuxième vague, on s'imaginait que l'automne serait un peu plus problématique. Là, on s'imagine que l'automne va bien aller, le taux de vaccination est en augmentation. Donc, si vous vous promenez un peu au centre-ville ou ailleurs, dans d'autres rues commerciales, vous allez percevoir que les gens sont à l'extérieur, sont dehors, ils ont commencé à reprendre l'espace. Donc, mais il reste quand même qu'il y aura des impacts durables. Là. Il y aura des impacts durables sur la ville là, de la pandémie. On a appris. Là, c'est 14 mois, 15 mois, c'est assez pour changer les habitudes fondamentales des gens. Donc, selon vous, là, dans son sens large, puis aussi pour le commerce, là, qu'est-ce qu'on pourrait conserver de ça? Quelles leçons qu'on pourra retenir de cette période-là? Beaucoup disent que la pandémie, dans le fond, a été un accélérateur des tendances qui étaient déjà là avant la pandémie. Donc, on le disait, nous, si tu te rappelles, avant la pandémie, nous, on avait tenu une grande consultation sur les locaux vacants à Montréal, le phénomène Oui. des locaux vacants.
et une consultation qui a circulé dans les 19 arrondissements. Une vraie, grande, large consultation publique qui nous permettait de comprendre un peu le phénomène. Puis un des éléments, qui n'est pas le seul, mais qui était le commerce en ligne, la montée fulgurante du commerce en ligne et des gros joueurs du commerce en ligne. Parce que le commerce en ligne, ce n'est pas égal. Hein. Il y en a qui sont plus gros que d'autres. Et ça, c'était un compétiteur direct aux commerces locaux. Et il y avait quand même une certaine réticence de beaucoup de commerçants de faire le virage vers le commerce en ligne en disant c'est mineur, c'est marginal dans mon chiffre d'affaires. Moi, je parlais avec beaucoup de commerçants qui me disaient c'est 5 ça ne vaut pas la peine. Et quand les commerces ont fermé, la seule option, c'était de vendre en ligne. Il y en a qui ont fait le pas, avec votre appui d'ailleurs, vers le virage numérique et qui se sont donné des outils, qui ont mis une stratégie en place. Et finalement, ils ont atteint, certains, pas tout le monde, mais certains, 15, 20, 25 de leur chiffre d'affaires en ligne. Et ça, c'est un acquis. Ils ont fait le virage. Maintenant, ils sont outillés. Et c'est un outil de plus qu'ils vont continuer à avoir pignon sur rue, mais ils ont maintenant un outil de plus, ils sont capables de faire les deux. Ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est les deux. Et ça, je pense que c'est une tendance qui va continuer et ça va rester. Après, pour attirer des gens aussi sur place, ben, on a vu l'année dernière, on a fait quelques projets de piétonisation, par exemple, qui ont attiré beaucoup de monde. Donc, au début, il y avait du débat, est-ce que ça va être bon, tout ça. Ça a attiré beaucoup de gens parce que les gens étaient à la recherche d'expérience. Donc, pour que tu n'achètes pas en ligne, il faut que tu aies quelque chose d'autre qui vaut vraiment la peine. Et à mon avis, toute la question de l'aménagement, de l'animation, de l'attractivité de la rue, au-delà du commerce lui-même, comme une destination, va rester. Donc, les rues commerciales vont avoir à mettre en place des éléments pour que ce soit attirant d'aller sur la rue commerciale. Et les commerçants, pour que les gens viennent chez eux plutôt qu'acheter en ligne, je pense qu'ils vont avoir à vraiment faire des efforts. La plupart le font déjà, là, mais pour offrir un service de qualité puis une expérience aussi dans le commerce. Des beaux locaux, une belle expérience. Ce qui va faire la différence que d'acheter un truc en ligne, c'est que tu vas avoir un service personnalisé de qualité dans un commerce attrayant. Donc, d'après moi, ça va rester. Oui, mais merci beaucoup pour ça. Puis je vais peut-être aussi expliquer aux gens ce qu'on a fait, nous, comme programme de support là, pour le virage numérique, parce qu'il faut comprendre aussi, la Ville de Montréal nous a supporté là-dedans, puis on l'apprécie énormément, mais il faut comprendre que le site Internet, le site transactionnel, la vente en ligne, c'est un deuxième magasin, finalement, qu'on ouvre. Là. Si on est un propriétaire d'un seul magasin, il faut ouvrir un deuxième magasin. Puis bon, les gens ont l'expérience dans le commerce de détail, surtout quand c'est une entreprise un peu plus petite puis plus familiale, ben, le détaillant, lui, il fait tout. Là. Il place les choses dans les vitrines, il place les choses sur les tablettes, il fait la comptabilité, il s'occupe des employés. Donc, ouvrir un deuxième magasin, il y avait une espèce de. La marche peut être haute pour certains. Donc, bref, nous, on est arrivé avec des boîtes à outils, une boîte à outils, ce qu'on appelle des quelques heures d'accompagnement aussi pour les aider, pour démarrer le processus du virage pour qu'ils se mettent en ligne, pour qu'ils puissent être efficaces. Il y avait encore des questions à régler, donc on les accompagnait à aller plus loin, de faire un pas supplémentaire. Donc, il y avait quand même plusieurs éléments qu'on amenait comme support, des boîtes à outils, des webinaires, d'informations qu'on pouvait leur donner. Ce programme-là existe toujours. Donc, il y a des détaillants qui sont actuellement en réflexion, puis qui n'ont pas participé ou qui aimeraient participer, ben, levez la main, on va les accueillir à bras ouverts. La Ville de Montréal permet qu'on les accueille à bras ouverts. Donc, et c'est vrai que le commerce en ligne va rester. Le commerce en ligne va demeurer quelque chose de très dans les habitudes des gens. Donc, ça ne disparaîtra pas. Il y a des gens qui n'achetaient pas, qui se sont mis à acheter, puis ils vont continuer à acheter. Donc, et ça, il faut que le détaillant montréalais, le détaillant québécois soit en ligne pour pouvoir offrir ce service. Donc, virage numérique, ça, c'est quelque chose qu'on offre encore. Donc, soyez sans crainte. On va vous accueillir à bras ouverts si la réflexion vous le permet. Il y a plusieurs personnes qui l'ont déjà fait et qui sont très satisfaits.
dit commerce en ligne, dit envoi, dit distribution, donc distribution de colis. La ville a aussi participé à ce qu'on appelait Envoi Montréal, qui est une plateforme de distribution pour les détaillants moyens et petits. J'en parle parce que c'est un bon succès. Là, on est très fiers de ça, nous, parce qu'Envoi Montréal permet aussi la distribution sobre en carbone. Donc, c'est donc la distribution à vélo, la distribution à pied pour du commerce de proximité, c'est des bonnes nouvelles d'offrir ce service-là. Donc, bref, voilà, c'est un autre programme que la Ville supporte avec l'aide du CQCD. Donc, nous, on est fiers de ce programme-là parce qu'il fonctionne très bien. Donc, ça aussi, si vous avez en ligne un signe transactionnel, le résultat de ça, c'est la vente, c'est la distribution postale. Ben, vous avez une possibilité de le faire. Vous avez même une possibilité de le faire en réduisant l'impact carbone que ça pourrait avoir. Donc, bref, ça peut être intéressant, réduire la flotte de camions qui se promènent dans nos rues de distribution. Euh, Vous l'avez abordé un peu, les citoyens sont de retour, mais est-ce qu'il y a des idées porteuses qu'on pourrait mettre pour ramener les gens sur les rues commerçantes, pour ramener des gens du trafic piétonique, hein? Des bonnes idées comme ça? Je voudrais quand même revenir sur juste la question précédente parce que tu as parlé du virage numérique puis de la livraison. C'était les deux gros enjeux pendant la première phase de la pandémie, mais c'est des enjeux qui restent compte tenu que c'est une tendance qui reste. Et moi, j'ai parlé à plusieurs détaillants là, qui utilisent Envoi Montréal, là, puis tout le monde a la même conclusion, là. C'est super simple. Donc, je vous invite vraiment, là, si vous avez un commerce, que vous avez de la livraison, là, allez voir Envoi Montréal parce que c'est un système qui a été mis en place qui est simple, qui est avantageux en termes de coût. Puis oui, pour les commerces de proximité, il y a des options de livraison décarbonées, là, plus environnementales. Et ça, c'est une des tendances, là, une demande des citoyens là-dessus. Mais l'Envoi Montréal vous permet de livrer n'importe où, pas juste à proximité, avec des tarifs négociés parce qu'on a la force de Montréal. Donc, nous, on a fait une entente là, avec le CQCD, là, justement, et ça permet d'avoir vraiment un tarif négocié que vous livrez dans votre quartier, ailleurs au Québec ou ailleurs dans le monde. Donc, c'est vraiment une option fort intéressante et très appréciée jusqu'à maintenant. Ça vaut la peine d'en profiter. Sur la question que tu viens de me lancer sur comment on fait pour ramener du monde, bien, je pense que c'est un peu ce que j'introduisais aussi juste avant, c'est l'attractivité de la rue. Qu'est-ce qui va faire que ça va être intéressant de venir sur une rue commerciale plutôt que d'acheter en ligne à l'heure qu'on veut. Mais d'ailleurs, tu l'as bien dit, Jean-Guy, c'est comme une autre boutique, comme un autre magasin. Mais ce n'est pas juste comme un autre magasin, c'est comme un magasin ouvert 24 heures sur 24. À un moment donné, on avait le débat sur augmenter les heures d'ouverture, etc. Puis, oui, mais si tu es en ligne, tu es 24 heures sur 24. Donc, tu n'as pas besoin non plus de toi ou d'ajouter des employés plus d'heures. Tu es 24 sur 24. Donc, l'expérience, rendre les rues attractives, ça va être un vrai défi et les gens vont le faire. Et on l'a vu l'été dernier. Les rues qui ont été piétonnisées l'été dernier avaient beaucoup plus d'achalandage que les autres. On l'a en données statistiques, mais n'importe qui allait s'installer au coin de la rue Saint-Denis et de l'avenue du Mont-Royal, ou au coin du boulevard Saint-Laurent et de l'avenue du Mont-Royal, était capable de voir la différence. Il y avait beaucoup de monde sur la rue piétonne. Pourquoi? Parce que c'était une attraction, parce qu'il n'y en a pas tellement. Toutes les rues ne pourront pas être piétonnes. Donc, cette année, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir, on a reçu 13 projets d'associations commerciales qui font une forme ou une autre de piétonisation. Donc, l'avenue du Mont-Royal, c'est l'exemple, ou la rue Wellington, la piétonisation complète. Il n'y a pas de circulation pendant tout l'été, 24 heures sur 24. Mais il y a plein d'autres expériences. Saint-Laurent va faire une piétonisation, mais en maintenant la circulation. La rue Masson va faire une piétonisation en maintenant une voie. Donc, on essaie là, cette année différentes formules parce que c'est clair qu'il faut offrir une expérience intéressante. Donc, ça prend des aménagements, ça prend de l'animation. Il faut que ça soit beau, que ce soit agréable. Puis, c'est quelque chose de base dans le monde attire le monde. Donc, s'il y a du monde, il y a du monde. Donc, c'est ça qu'il faut travailler. Et ça, nous, on a un rôle à jouer là-dessus, la Ville. Là. C'est pour ça que nous, on a lancé un appel à projet cette année. On a mis 4 millions de dollars de disponibles pour des projets de piétonisation d'une manière ou d'une autre, d'une forme de piétonisation
des projets qui étaient développés par les associations de commerçants eux-mêmes. Et ça, je pense que c'est un exemple de choses qu'il faut faire pour attirer les gens, pour qu'ils viennent sur la rue, pour que l'expérience soit agréable. Effectivement. Puis lorsqu'on pose la question aux gens, parce que nous, on fait le baromètre là, chaque mois, on a posé la question dans le dernier baromètre, la piétonisation, c'est quelque chose qui va vous amener un peu plus vers les rues commerciales ou c'est quelque chose qui vous rebute? Et 66 nous ont dit que oui, et même plus. Donc, 66 des gens nous ont dit oui, je vais y aller. Puis il y a une partie de ces gens-là qui ont dit oui, mais je vais y aller encore plus c'est piétonnier. Du Québec comme étant quelque chose d'extrêmement positif. Là. Les 2 tiers des répondants nous disent oui, oui, c'est vraiment une bonne idée. Donc, bon, dépendamment, des fois, les détaillants ont des expériences différentes, là, mais ceux qui le vivent affirment quand même après un certain temps qu'il y a quand même des éléments très positifs. Ça amène du trafic piétonnier, des gens qui arrêtent devant les vitrines, des gens qui s'arrêtent dans le magasin, puis ça suscite des achats qui étaient non prévus. Donc, pour un détaillant, c'est toujours intéressant. Et ça devient aussi des destinations. Donc, les gens y vont parce qu'il y a l'ambiance, parce que c'est le fun, parce que c'est pas, ça devient un événement de se promener sur certaines rues piétonnières. Donc, bref, c'est une bonne idée de se réapproprier cet espace-là. La D'autant plus piétonisation que est pas. Excuse-moi, la piétonisation, je ne veux juste pas que les gens pensent que je dis que la seule façon, c'est la piétonisation. Euh, c'est un élément qui s'applique dans certaines rues qui ont les bonnes conditions, mais je pense au boulevard Saint-Laurent parce que tu donnais l'exemple, l'événementiel, qui a organisé il y a quelques années le Festival Mural. Donc, c'est un grand festival avec des muralistes de partout dans le monde. Ça devient une attraction. Saint-Denis organise des week-ends gourmands, par exemple. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait quelque chose qui attire les gens à venir sur la rue et éventuellement, ils vont aller dans les commerces autour parce qu'ils viennent chercher quelque chose en plus du commerce. effectivement. Non, non, non. Puis vous avez totalement raison. En fait, dans un sens aussi, il y a certaines rues qui s'adressent, c'est moins propice à, mais en général, ça fonctionne quand même assez bien. Et je dirais aussi d'emblée que la réappropriation sociale, la rue, permet aussi d'avoir euh, des commerçants qui seront peut-être moins appelés à aller dans ces rues-là, à s'installer dans les rues piétonnières. Et les gens aussi, avec la pandémie, sont revenus dans leur quartier. Ils vivent beaucoup plus dans leur quartier. On veut qu'ils retournent peut-être au centre-ville travailler, mais c'est clair qu'il va rester un élément de télétravail. On l'a tous expérimenté. J'espère personnellement que mon Internet soit meilleur, mais éventuellement, pour permettre d'être plus efficace. Donc, je suis désolé de mes problèmes techniques d'ailleurs, mais j'aimerais souligner aussi que en vivant dans son quartier et en fréquentant sa rue principale de son quartier aussi, il y a un besoin aussi de se réapproprier et d'avoir des commerçants qui sont disponibles, qui sont un peu plus locales, un peu plus de proximité. Donc, et ça, c'est quand même un élément positif qui restera là, de la pandémie. C'est un phénomène Il y a intéressant parce qu'il y a eu, tu permets là-dessus, vraiment, je pense que tout le mouvement de l'achat local, ça a percolé, là, ça a rentré vraiment, ça a été bien accueilli, les gens embarqués là-dedans. Et oui, pour le centre-ville, ça marchait moins parce qu'il y a moins de résidents, même s'il y en a un peu au centre-ville. Mais dans les quartiers, les gens se sont vraiment retournés vers leurs commerces locaux. Donc, puis même les restos, le midi, etc., parce qu'on travaillait à la maison. Donc, au lieu d'aller au resto à côté de notre lieu de travail, on allait au resto à côté de chez nous ou au commerce, aux différents commerces. Et avec les associations commerciales, nous, on a mis des fonds disponibles pour des campagnes de sociofinancement. Puis les gens achetaient un bon d'achat dans un commerce, la ville bonifiait le bon d'achat. Les gens payaient 20, la ville ajoutait 10, ça te faisait 30$ pour aller dans un commerce participant sur ta rue locale. Et tout ça a contribué je dirais, à renforcer ou retisser, dans certains cas, des liens de solidarité entre les commerces locaux et les citoyens et les résidents. Parce que dans le fond, les résidents, ils tiennent à leurs commerces locaux. Et là, tout le monde a compris que pour que les commerces survivent, il fallait qu'on soit leurs clients. Pas de la charité, là. C'est d'être des clients parce qu'on en a besoin. Donc, consommons localement. Puis avant d'acheter sur une grande plateforme, posons-nous la question si on ne trouverait pas la même chose ou un équivalent dans un commerce de chez nous parce que là, on fait vivre la vitalité de notre quartier quand on fait ça. Et ça, je trouve que
il y a un grand pas qui a été franchi là, de ce côté-là, en espérant que ça se consolide et que ça soit une tendance qui reste. Oui, effectivement. Puis il faut souligner aussi que tu sais, les détaillants aussi, ils ont besoin de l'achat local. Puis les gens nous disent l'achat local, c'est important. Ils nous le disent dans notre sondage. On veut acheter localement. On veut trouver des commerçants qui sont montréalais, qui sont québécois pour acheter dans leur magasin. On trouve que c'est important pour susciter un- quand même un tissu. Là. On aime ça que le commerçant soit sur le coin de la rue puis qu'il reste ouvert des années de temps, puis on devienne des habitués. Les gens aiment cette relation-là. Donc, ce qui m'amène, c'est parce qu'il y a quand même des enjeux là, du détaillant. Là, en général, on a parlé du virage numérique, là, mais il y a d'autres enjeux. C'est clair que la main-d'œuvre, par exemple, c'est un autre enjeu qui reste. Puis j'aimerais juste souligner que le CQCD, parce que la Ville de Montréal, pour les petits et les moyens détaillants, offre aussi la chance d'être membre, de devenir membre du CQCD. Puis ça, ce que ça vous offre, en fait, c'est une panoplie d'informations. On a des infolettes, on a une revue de presse, vous avez accès à de l'information particulière sur le commerce de détail, les tendances, des webinaires. On a un événement, puis là, je l'annonce, c'est une primeur, le TAG, qui aura lieu à l'automne en présentiel. Donc, on se croise encore les doigts là, en présentiel cet automne, donc au début novembre, le 3 et 4 novembre. Donc, bref, on va vous revenir avec ça, mais en tant que membre de l'entente, puis en tant que membre du CQCD, ça va vous permettre d'accéder à ces événements-là à des prix réduits. Donc, il y a plein d'avantages comme ça qui viennent. Puis, je vous encourage fortement à les prendre parce que le CQCD, finalement, on est là aussi pour vous. Là. On est là pour vous dire, ben, voici ce qui se passe dans l'industrie, voici les grands défis, puis voici des outils pour vous améliorer votre situation en tant que détaillant. Donc, mais il y a d'autres initiatives que la Ville fait. Puis la Ville a été proactive, et souvent citée en exemple, parce qu'on parle avec d'autres MRC, puis la Ville de Montréal est citée en exemple comme ayant été très proactive pendant la pandémie, puis après la pandémie, pendant la relance. Puis j'aimerais peut-être demander à Luc de nous expliquer un peu quel genre de soutien la Ville peut amener. Oui, ben, oui, tout à fait. En fait, depuis le début, on est obsédé par ça. Hein. Moi, j'ai été nommé responsable du développement économique juste avant la pandémie. Donc, mon expérience comme élu responsable du développement économique, c'est presque juste la pandémie. Et dès le début, c'est un sentiment de responsabilité énorme qu'on a en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le maximum possible. Et la stratégie de la ville, ça a été la même depuis le début avec les commerces de détail ou l'industrie de la culture ou d'autres secteurs là, qui étaient plus durement frappés, ça a été de travailler avec des alliés. Parce qu'on savait que nous, là, on n'allait pas y arriver tout seul. Donc, et travailler avec des partenaires gouvernementaux pour les différents programmes. Hein. L'aide au loyer, les subventions salariales du fédéral, ça a été essentiel pour soutenir les commerces. Les programmes d'aide d'urgence du gouvernement du Québec aussi. Donc, nous, la Ville, on était moins dans l'aide directe parce qu'on n'a pas les moyens financiers de faire ça. On était plus dans ce qu'on a toujours cherché, c'est qu'est-ce qui manque que nous, on peut faire la différence pour compléter l'offre. Ça a toujours été ça, notre approche. Et qui est le mieux placé pour offrir ça? Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé avec vous pour certains éléments. On a travaillé avec les sociétés de développement commercial, on a travaillé avec PME Montréal. Et par exemple, dans les programmes d'aide d'urgence du gouvernement du Québec, au départ, là, avant qu'il y ait la RAM, c'était strictement du prêt. Et nous, on se disait, ben, du prêt, juste du prêt, à un moment donné, les commerces vont juste s'endetter, puis ça va hypothéquer la relance, puis la possibilité de continuer après. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a dit, OK, les premiers 6 mois, là, la Ville va payer les intérêts, pas d'intérêt. Et pas d'intérêt reporté. Donc, ça a été une forme de subvention directe importante. La deuxième chose qu'on a faite, on a dit, bon, ben, il faut compléter les programmes de prêt avec un programme de subvention. C'est pour donner un coup de pouce supplémentaire. Donc, on a mis un programme. D'ailleurs, ça venait aussi de certains commentaires de commerçants qui avaient participé à l'accompagnement virage numérique qui disaient, bon, ben là, j'ai suivi la formation, etc. Je sais ce qu'il faut faire, mais moi, je n'ai pas les capacités techniques. Je n'ai pas d'argent. Donc, on a mis un programme de subvention. Les commerçants pouvaient aller chercher jusqu'à 10 000 en subvention pour les aider soit à faire le virage numérique, soit à adapter leur commerce à la réalité de la COVID. Ça pouvait vouloir dire pour un commerçant de mettre des plexiglas, de repenser son aménagement intérieur, ou pour un resto de se construire une terrasse
parce qu'il n'y avait pas le droit en dedans, il y avait le droit dehors. Donc, c'était très, très flexible comme programme, 10 000 il y a plus de 450 commerces là, qui sont prévalus de ça. Là, on est rendu à environ 4,5 millions qu'on a vraiment donné en aide directe, subvention aux commerçants via le réseau PME Montréal. Parce que le réseau PME Montréal, c'est vraiment notre réseau d'accompagnement et de financement des entreprises. C'est la porte d'entrée pour les programmes d'aide financière. Là. Donc, il reste encore des fonds. Si jamais il y a des gens qui entendent, oui, il y a possibilité d'aller chercher des subventions jusqu'à 10 000 pour des projets d'adaptation à la situation, de relance, etc. Donc, ça a été aussi un élément qu'on a mis en place. Et on a géré, le réseau PME Montréal a géré les programmes gouvernementaux de près. Là. Donc, ça a été aussi très important parce que c'est la ville qui finance ce réseau-là, tout l'accompagnement, les employés, les conseillers, etc. Je veux aussi dire qu'on a fait un gel de taxes dans les mesures pour aider. Là, on a fait un gel de taxes et un report des taxes foncières, parce que ça nous était demandé aussi, pas seulement par les commerçants, là, mais on l'a fait pour tous les citoyens, mais pour les commerçants. Mais depuis 3 ans de suite, on a réduit la taxe pour les immeubles non résidentiels qui s'applique, qui touche à peu près, qui amène une réduction de taxes pour à peu près 90 des commerçants. Parce qu'on nous dit toujours les charges fiscales sont élevées quand on a des locaux. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait. J'ai parlé tantôt du programme de sociofinancement. Donc, dans un premier temps, on avait mis 500 000. On a rajouté un autre 500 000 pour vraiment inciter les gens à acheter dans les commerces locaux. Je ne ferai pas toute une liste, là, mais c'est des exemples, là, virage numérique, livraison. On a mis en place la livraison avec vous. On avait fait une première expérience le printemps dernier. Donc, on a vraiment travaillé à mettre tous les éléments autour complémentaires. Puis nous, on maintenait nos discussions avec le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada pour la gestion des programmes, l'adaptation. Rappelez-vous, au début, on nous disait l'aide au loyer, c'est super, mais ça ne marche juste pas parce que si les propriétaires n'embarquent pas, les locataires n'ont pas accès à l'aide. On a eu des représentations avec le gouvernement fédéral. Il a modifié son programme. Donc, il y a vraiment eu, je pense, une mobilisation. Là. Merci de souligner ça de la ville, mais je pense qu'aussi les autres paliers là, ont été présents. Là, puis je pense que ça explique aussi qu'on n'a pas eu la catastrophe annoncée. Parce que s'il n'y avait pas eu tous ces programmes d'aide publique-là, il y aurait eu beaucoup de fermetures. C'est clair, quand on regarde aussi le revenu disponible des gens est resté quand même assez stable malgré la crise, malgré les pertes d'emploi, parce qu'on a eu des pertes d'emploi en centaines de milliers, là, donc, mais sont pour la plupart récupérés, mais les gens ont perdu leur poste puis leur travail. Donc, on aurait pu penser une catastrophe financière. Le revenu disponible quand même demeurait assez stable. Ça veut donc dire que là, les gens ont récupéré, on l'espère, pour la plupart leur des, des, des points intéressants, mais ça veut donc dire qu'ils vont revenir dans nos commerces, ils vont consommer. Donc, et ça c'est une bonne nouvelle pour l'économie montréalaise, c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble de l'économie. Puis ça, c'est grâce au programme de support des divers paliers gouvernementaux, individuels comme pour les entreprises. Et donc, dans les prochaines années, on espère qu'on maintiendra un rythme de croisière intéressant là, pour l'aspect économique de la ville. Donc, ça m'amène aussi à parler un peu de votre vision de la relance. Quel genre de vision quelles sont les initiatives qu'on peut s'attendre? Puis quel genre de vision de relance que vous voyez dans les prochains mois? Donc, c'est quoi l'avenir finalement? Qu'est-ce qui se dessine dans les prochains mois? Comme je le disais dans l'intro, là, on est déjà en pleine relance, puis il y a plusieurs secteurs économiques sont déjà au même niveau qu'avant la pandémie. Et avant la pandémie, on était dans un essor économique exceptionnel. 2019, c'était une année record là, sur tous les plans. Plusieurs secteurs sont déjà là. Ce à quoi on fait face en ce moment dans plusieurs secteurs, puis tu l'as dit un peu tantôt, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Donc, déjà, après un an, un peu plus qu'un an, on est donc, on a à peu près retrouvé le taux d'emploi qu'on avait avant la pandémie. Et là, l'enjeu, on revient au même enjeu qu'on avait avant la pandémie, c'est qu'on a de la difficulté à avoir de la main-d'œuvre dans certains secteurs plus que d'autres. Commerce de détail, restauration, ça fait partie aussi des secteurs où il y a des enjeux là, de recrutement en ce moment. Et ça fait que les propriétaires commerçants, souvent, ils sont obligés de faire beaucoup plus d'heures parce qu'ils compensent, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du personnel. Donc, ça, c'est un enjeu quand même
important. Pendant la commission sur les locaux vacants, un des enjeux qu'on avait aussi identifié, c'était les baux commerciaux. On a vu dans les dernières années, mais quand même pas mal, des commerces symboliques, emblématiques, qui étaient là depuis 15, 20, 25 ans. La propriété a changé de main. Le commerçant s'est vu doubler, tripler son loyer, obligé de fermer ou de déménager. Mais souvent, déménager, ce n'est pas toujours possible, de fermer. Donc, il y avait vraiment un enjeu. Pour nous, on a identifié l'enjeu de l'encadrement des baux commerciaux. Donc, là-dessus, quand on parle de ce qui s'en vient, là, nous, on a dans la commission sur le locaux vacants, il y a plusieurs recommandations qui s'adressent à nous, la Ville, qu'on est en train de mettre en place, notamment un outil de recension de l'ensemble des locaux commerciaux qui va permettre de savoir qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est vacant, etc., parce qu'on s'apercevait qu'on n'avait plus de données. Mais on a aussi interpellé le gouvernement du Québec pour qu'il y ait une certaine forme d'encadrement des baux pour protéger les commerçants qui sont locataires, qui investissent dans leur commerce. Pas qu'ils puissent, si la propriété est vendue, être juste mis dehors comme ça, sans condition. Donc ça, on travaille là-dessus. Puis pour moi, c'est un cheval de bataille que je porte. Et en parallèle, on a annoncé là, dans le plan de relance qu'on réservait 5 millions de dollars pour aider les commerçants indépendants à acquérir leurs locaux. Parce que ça, c'est aussi une façon de protéger son investissement. Il y en a plusieurs qui m'ont dit pendant la pandémie, si je n'avais pas été propriétaire, je serais mort. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est d'essayer de voir comment on peut aider à l'acquisition. On a mis 5 millions pour que ça serve de levier. Puis on est en train de discuter avec des partenaires financiers vraiment pour un programme d'acquisition de locaux pour aider les commerçants. Fait que ça, c'est vraiment des nouvelles mesures très structurantes qui n'existent pas, qu'on veut mettre en place, qu'on a déjà annoncé. Et c'est sûr qu'on va continuer vraiment à investir sur l'aménagement urbain, les rues, le travail de proximité avec les sociétés de développement commercial. On a vraiment un partenariat fort. On a la chance d'avoir des sociétés de développement commercial à Montréal là, qui sont spécifiquement sur certaines rues ou dans certains quartiers. C'est des partenaires stratégiques majeurs. Ils le savent. Il faut vraiment faire de la promotion, de l'aménagement, de l'animation, de l'expérience. Ça va rester. Et nous, on va continuer à soutenir ce type d'initiative-là. Mais somme toute, la relance, elle est déjà en marche. Et avec l'été qui s'amorce, là, je pense qu'on va avoir un été pas mal exceptionnel. On a investi énormément juste pour le centre-ville, parce que le centre-ville, il y a des efforts à faire majeurs. Là. Les commerçants, ils n'ont pas de clients parce qu'il n'y a pas de travailleurs et il n'y a pas de touristes. Donc, on a investi, là, on a fait un plan conjoint avec le gouvernement du Québec et la Ville. La Ville a mis 10 millions, le gouvernement du Québec a mis 15 millions pour soutenir de l'aménagement, de l'animation. Il va y avoir une programmation culturelle exceptionnelle pendant tout l'été. On dit l'été élargi, là, parce qu'on va essayer d'étirer l'été le plus longtemps possible pour que les gens les Montréalais veulent venir au centre-ville, redécouvrent leur centre-ville. Puis quand ils viennent au centre-ville, bien évidemment, ils vont dans les commerces autour. Puis on veut que tous les Québécois se disent que ça ne se peut pas en 2021 de ne pas aller faire un tour à Montréal puis au centre-ville parce que ça va être extraordinaire. Il n'y aura pas ça ailleurs. Et avec là, on commence à parler de la réouverture progressive des frontières. Ça, c'est aussi un atout majeur là, pour les commerces qui sont dans le centre-ville, mais aussi le centre-ville élargi, là, parce que les touristes se tiennent quand même. Moi, je suis maire du plateau Mont-Royal. On sait qu'il y a des touristes qui viennent aussi dans le plateau Mont-Royal, mais au centre-ville, donc Vieux-Montréal. Donc, si les frontières ouvrent, ça va aussi ajouter un atout supplémentaire là, pour aider les commerces. Parce que je pense qu'il faut bien reconnaître là, que les commerces du centre-ville vivent une situation encore plus difficile que les autres commerces ailleurs à Montréal. Écoute, et oui, effectivement, puis l'avenir quand même s'annonce, il y aura des défis, là, ce sera pas un champ de roses jusque pour les prochains 30 ans, là, il y aura quand même des défis. La main-d'œuvre, puis tu le dis au départ, là, il n'y a pas une journée qu'un détaillant ne me parle pas de ses problèmes de main-d'œuvre, de recrutement. Avec la réouverture des restaurants, puis on est content pour eux, puis on est content pour les rues commerçantes. Ça fait que des gens qui étaient passés au commerce de détail qui retournent à leurs anciennes amours, ce qui est correct aussi. Mais il reste quand même qu'il y a plus de 20 000 personnes qui manquent dans le commerce de détail là, au Québec. Là. C'est 20 000 postes vacants et plus. Là, et chaque mois, ça monte. Ça veut donc dire que
Et ça, si on veut donner du service, puis le client est roi, puis un détaillant aime que son client soit content, mais ça prend des gens sur le plancher. Et actuellement, c'est difficile à trouver. Sur l'avenir, puis la relance, je pense que le débat sur les bails et sur les heures d'ouverture va se poser. Euh, il y a des éléments de contrainte aussi qui font en sorte que est-ce que le détaillant peut garder une certaine responsabilité d'ouvrir 7 jours sur 7, tant d'heures tout le temps, alors qu'il n'y a aucune vente qui se fait, par exemple, le lundi matin. Donc, il y aura peut-être des débats à avoir là, sur la capacité d'ouvrir ou de fermer à des heures où c'est plus payant ou est plus intéressant. Mais ça, c'est un autre débat. Je pense que ça va nous occuper dans les prochains mois. Sur l'enjeu, je vais finir. Il y a quand même pas mal de questions dans la question-réponse, donc je vais garder pas mal de temps. Mais juste une dernière question philosophique, là. Euh, L'avenir de la vie, la rue principale, l'avenir de la rue, la ville avec sa rue principale, puis la place du détaillant dans cette rue-là, comment tu le vois? C'est absolument essentiel. Puis, je le dis, c'est la première fois que le commerce, c'est une priorité de développement économique à Montréal. Ça n'a jamais été le cas. Donc là, depuis quelques années, c'est le cas. On a fait un plan commerce qui avait été présidé par Guy Cormier du Mouvement des Jardins. On a mis en place différents programmes. On a un partenariat avec les SDC, Société de développement commercial, avec du financement régulier. On est vraiment en soutien au commerce. C'est important, c'est une priorité parce que ça fait partie de notre vision des quartiers urbains du 21e siècle. Ça prend, dans chaque quartier, ça prend ta rue commerciale. Ça fait partie de la vie du quartier. Les gens, ils veulent avoir un mode de vie où ils peuvent se déplacer, faire leurs courses à côté de chez eux. Il y a vraiment un sentiment d'appartenance dans un monde globalisé. On est citoyen du monde, on est citoyen montréalais, mais notre quartier, c'est notre appartenance première. Et ça, nous, on tient à ça. Ça fait partie de notre vision des quartiers, en fait. En plus que du développement économique encore, c'est d'avoir des commerces locaux. Ça fait partie d'avoir des quartiers vibrants, animés, agréables à vivre, et ça ajoute à la qualité de vie. C'est un élément clé, en fait, de la qualité de vie. Donc, c'est pour ça que c'est si important, au-delà des impacts économiques, parce que bien sûr, c'est de l'emploi, etc., mais c'est de la qualité de vie qu'on offre aux citoyens, et ça, c'est fondamental. Bien, merci beaucoup. Nécessairement, on partage ça, nous aussi, comme vision. Donc, les détaillants, la présence des détaillants, le commerce de détail, ça fait partie de la texture, de la vie commerçante dans une rue principale et c'est au cœur, c'est un point de socialisation autant qu'un point de consommation. Donc, pour nous, c'est très important. Euh, je vais aller directement aux questions parce qu'on en a quelques-unes. Donc, la première question, c'est votre stratégie pour soutenir le commerce de destination sur le plateau. Sur Saint-Denis, il y a plusieurs places de stationnement qui ont été retirées. Puis avec le déconfinement, ben, l'occupation de celle-ci serait de retour à environ 100 Donc, c'est quoi la stratégie qu'on a pour la relance, spécifiquement pour le plateau Montréal? Ouais. Donc, lundi, je crois, on a annoncé notre plan de relance avec nos partenaires de la Société de développement commercial, donc le président de la Société de développement commercial, qui est un pharmacien de la rue Saint-Denis, la directrice générale. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a du monde sur la rue Saint-Denis. Je le disais au début, qu'est-ce qui fait qu'une rue commerciale va marcher? C'est s'il y a du monde. Et plus il y a de monde, plus il y a des clients potentiels qui vont faire que la rue Saint-Denis marche. La question, ce n'est pas combien il y a d'autos. La question, c'est combien il y a de monde. C'est ça prend le plus de monde possible. Et ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, puis la grande majorité des commerçants là, ont fait le switch. Il y a une quinzaine de nouveaux commerces qui sont installés juste depuis janvier. Le taux d'inoccupation de la rue Saint-Denis depuis le début de l'année est en baisse, le taux d'inoccupation, donc il y a plus de commerçants. Et il y a beaucoup plus de gens qui sont sur la rue. C'est une rue qui est plus calme. C'est ça notre stratégie d'attractivité de la rue Saint-Denis, c'est qu'on soit capable de voir sa magnifique architecture. Au lieu de juste avant, c'était une autoroute, il y avait du bruit, c'était désagréable d'aller sur une terrasse sur la rue Saint-Denis, alors qu'à une époque, quand moi j'étais plus jeune,
c'est intéressant d'aller sur une terrasse sur la rue Saint-Denis. C'est de nouveau intéressant d'aller sur une terrasse sur la rue Saint-Denis parce que l'ambiance est calme. On peut se parler parce qu'il y a 2 voies de circulation de moins, mais on a gardé les 2 voies de stationnement. On ne les a pas enlevées. On a ajouté 2 voies de vélo, le réseau Express Vélo, qui bat des records. À chaque semaine, on bat un nouveau record. Il y a eu le week-end dernier 7000 personnes par jour. Avant, il y en avait 500. Donc ça, là, c'est tous des nouveaux clients potentiels qui passent devant les commerces. Et là, on doit mettre, et on travaille avec la SDC, en place toutes les conditions pour donner le goût aux cyclistes, notamment, mais pas que, d'arrêter puis de venir se promener sur la rue Saint-Denis puis d'aller dans les commerces. Donc, on a annoncé 1,2 million pour soutenir le plan de relance Saint-Denis. Et la rue Saint-Denis, là, il n'y a pas beaucoup de rues commerciales qui ont ça à Montréal. 3 stations de métro qui donnent directement sur la rue Saint-Denis. Réseau Express Vélo. Maintenant, les familles se promènent à vélo, viennent sur la rue Saint-Denis. Jamais ils n'auraient fait ça avant. Et on a maintenu le stationnement. Donc, c'est une rue hyper accessible. Et en propos du commerce de destination, donc le commerce, les gens se déplacent pour ce commerce-là en particulier, est-ce qu'il y a une stratégie qui sera différente? Est-ce qu'on réfléchit différemment pour ce type de commerce? Ouais, en fait, il y a toujours ce débat-là, commerce de destination, commerce local. Sur toutes les rues commerciales, il y a des commerces qui sont essentiellement leur clientèle est locale, puis il y a toujours des commerces dont la clientèle est plus large, soit montréalaise, soit même d'ailleurs parfois. Donc, l'enjeu de l'accessibilité est là et je pense que le stationnement, c'est un des éléments, le métro, c'est un autre élément. L'idée, c'est d'avoir de l'accessibilité. Et comme je le disais tantôt, pour moi, l'enjeu, c'est que les rues soient des destinations avec une personnalité qui leur est propre, qui fait que ça attire des gens. L'année dernière, il n'y avait aucun stationnement sur l'avenue du Mont-Royal sur 2,5 km. C'est énorme, le nombre de places. La rue Mont-Royal était la rue où il y avait le plus de monde à chaque jour à Montréal. Donc, la question, c'est comment on fait pour avoir du monde sur la rue. Et c'est possible de venir sur le plateau Mont-Royal en voiture. Il y en a des espaces de stationnement et on a même des vignettes d'un jour que c'est possible de s'acheter. Donc, tout le monde est bienvenu, mais on est quand même l'arrondissement le plus facile d'accès en transport en commun et à vélo, mais qui est aussi accessible en voiture. Merci. Il y a plusieurs questions, fait que je vais essayer d'aller rapidement quand même. Sarah Théberge nous pose la question, est-ce qu'il y a d'autres projets pour cet été avec les bons cadeaux financés à 50 coupons achetés par les citoyens, ce qui vaut le double du prix de leur achat dépensé dans le commerce, par exemple, à dépenser dans des commerces de secteur particulier. On le souligne spécialement pour le Vieux-Montréal, qui a une dynamique différente de d'autres endroits. Donc, est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent de ce type-là cet été? J'ai perdu une partie de ta question, mais ce que je comprends, c'est s'il y avait d'autres projets de type sociofinancement comme on a lancé là, pour inciter les gens à acheter des bons d'achat dans les commerces. Il y en a quelques-uns qui sont en cours. Donc, nous, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rendu les fonds disponibles et c'est chaque société de développement commercial, c'est elle qui décide avec ses membres s'ils veulent lancer une campagne de sociofinancement ou pas. Donc là, il y en a quelques-unes qui sont en cours en ce moment et elles se terminent toutes au 30 juin. Donc, s'il n'y en a pas eu une de lancée, il n'y en aura pas qui vont être lancées de nouvelles. Il n'y en a pas de prévu à court terme. L'année dernière, on en a lancé une spécialement pour la période des fêtes. Il n'est pas dit qu'on ne fera pas la même chose l'année prochaine. L'année prochaine, prochain Noël. Et on va suivre l'évolution de la situation. Il y a des subventions qui existent encore. On voulait savoir pour le virage numérique, à quel endroit on doit s'adresser. PME Montréal, par exemple. Donc, je ne sais pas si c'est possible peut-être de mettre le lien dans le chat, là. Donc, bref, je te laisse répondre, Luc. Oui, c'est PMEMTL.com. Donc, si vous allez là, vous allez trouver, il y a 6 bureaux de PME Montréal à Montréal, sur le territoire montréalais, pour desservir l'ensemble du territoire de l'île. Et vous avez juste à trouver sur la carte lequel qui dessert le territoire de votre commerce. Vous les contactez et il y a toujours des fonds disponibles. Autre question, est-ce qu'il y a
un support pour aider un locataire qui existe, là, par exemple, un recours envers un voisin ou un bailleur, par exemple, dans le cas de sinistres répétitifs dans le local de vente? Est-ce qu'il y a une réflexion ou il y a des ressources qui sont disponibles? Si je comprends bien, la question, c'est par exemple de ressources d'accompagnement juridique ou pour être capable on n'a pas ça en place, à ma connaissance. Euh, donc, peut-être que toi, Jean-Guy, tu le saurais. Mais moi, à ma connaissance, ça n'existe pas, mais c'est peut-être quelque chose qui existe C'est par d'autres organismes, mais pas par la ville. Donc. c'est une réflexion à avoir parce que ça fait plusieurs fois qu'on nous pose la question, là, est-ce qu'il y a des services de support là, par ce type-là, par rapport, par exemple, à des bailleurs qui seraient un peu plus moins, moins gentils, disons ça Mhm. comme ça. Ouais. Oui, c'est une réflexion qu'on a chez nous. Il n'y en a Euh, pas en ce moment, en tout cas à ma connaissance, mais ça fait partie des réflexions qu'on a aussi sur des outils pour aider les commerçants à négocier leur bail. Parce qu'on s'aperçoit souvent que le commerçant, il trouve un local, il a un coup de cœur, puis il y a un bail type fourni par le propriétaire qui est fait par ses avocats. Le commerçant, il signe le bail. Et sans nécessairement négocier ou avoir toute l'information sur les conséquences de telle clause. Donc, je pense qu'il y a quelque chose aussi qu'il faut qu'on travaille en amont là, pour outiller les commerçants locataires à négocier leur bail ou à attirer leur attention sur certaines clauses pour être sûr que c'est dans le contrat. Par exemple, la clause de renouvellement du bail. Question plus large sur la diversité de l'offre sur les rues principales. Bon, on sait que le commerce en ligne, euh, donc il y a moins de. Si quelqu'un va uniquement en ligne, il y a moins de contraintes financières, il y a moins de permis à aller chercher, il y a moins de contraintes d'investissement. Cependant, je fais une parenthèse, il y a beaucoup de gens qui étaient uniquement en ligne qui s'en vont vers aussi avec le brick et mortier parce qu'ils se rendent compte qu'avoir les deux, c'est intéressant. Mais est-ce qu'il y a une réflexion sur s'assurer qu'une certaine diversité de l'offre sur les rues principales, sur les artères, que ça ne devienne pas nécessairement juste une rue de resto ou juste une rue de café, mais qu'il y a quand même plusieurs offres sur la même rue. Oui, tout à fait. C'est absolument essentiel qu'il y ait un mix commercial. Euh, et là-dessus, les sociétés de développement commercial jouent un rôle important dans la promotion, le recrutement. Eux, ils font du démarchage, ils essaient d'attirer des commerces. Et comme connaissent bien le portrait de leur profil de leur rue, bien, ils vont essayer d'aller chercher des commerçants qui sont complémentaires. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que les arrondissements ont un outil qui s'appelle le règlement d'urbanisme, donc qui contrôle le zonage. Par exemple, je vous donne l'exemple, dans le plateau Mont-Royal, nous, on a assoupli notre règlement d'urbanisme pour permettre plus de flexibilité aux restos ou bars, parce qu'avant, c'était très réglementé dans le sens que si tu en avais un à côté de chez toi, il y avait un certain nombre de règles qui faisaient qu'un commerçant qui était aux prises avec un mauvais propriétaire, ça arrive parfois, ne pouvait même pas bouger parce que les règles faisaient qu'il n'y avait pas d'autre place où il pouvait aller. Donc, on a assoupli ça, mais en contrepartie, on a mis des quotas. Donc, par tronçon de rue, on impose un maximum de restos et un nombre maximum de bars parce qu'on ne veut pas avoir des rues où il y aurait uniquement des restos et des bars. On en veut, mais on ne veut pas que ça. Et c'est par règlement. Donc, ça protège officiellement la mixité commerciale. Luc, il me reste peut-être le temps pour une seule question. Je sais qu'il y en a d'autres, donc je vais essayer de fusionner la question en une seule, là. Il y a des rues commerçantes qui n'ont pas de SDC, Oui. il y a cet enjeu-là. Donc, comment on réfléchit ce type de modèle-là? Pour le Vieux-Montréal aussi, tu l'as abordé. Il y a un autre défi. L'industrie touristique va peut-être recommencer éventuellement, mais est-ce qu'on a l'accessibilité dans différents coins de Montréal, c'est plus facile? Pour le Vieux-Montréal, s'il y a d'autres enjeux, est-ce qu'on a une autre façon, il y a une autre approche qui pourrait être promue dans le cadre de cette coin-là de la ville? OK. Donc, oui, les plus grandes artères commerciales, souvent, il y a une société de développement commercial. Dans les autres rues commerciales, il y a beaucoup d'associations de commerçants.
Donc, des commerçants qui se regroupent sur une base d'une association qui est moins formelle, avec des règles de cotisation, etc., moins réglementées qu'une SDC. Ça donne aussi moins de moyens, mais ça existe. Il y en a beaucoup à Montréal. Et d'ailleurs, là-dessus, dans le cadre de la relance, on a lancé un programme de financement où on a réservé 1 million de dollars pour des projets de relance qui étaient présentés par une association de commerçants. Donc ça, on n'avait jamais fait ça. Donc, on reconnaît aussi qu'il y a d'autres formes pour se mettre en place. Et c'est sûr que là où il n'y a même pas une association de commerçants, bien, moi, j'encourage les commerçants à se regrouper parce que c'est comme ça qu'on peut travailler ensemble à des projets avec les arrondissements. Parce que quand il n'y en a pas, bien, l'arrondissement n'a pas la capacité de parler avec chaque commerce et d'essayer de voir quel projet sera acceptable ou pas. Donc, il faut se mobiliser. Pour le Vieux-Montréal, cette année, on a aussi un plan pour attirer des gens. Comme je le disais, là, ça fait partie de notre plan de relance du centre-ville. Notamment, on va avoir deux des compagnies de cirque qui sont les plus rayonnantes à travers le monde, les Sept Doigts et le Cirque Éloise, qui vont s'installer dans le Vieux-Montréal pendant tout le mois d'août. Et on pense que ça va vraiment attirer du monde. Donc, on y va vraiment avec l'attraction, l'attractivité, attirer des gens qui ne sont pas des touristes internationaux cette année. Donc, il faut que ce soit les Montréalais ou les Québécois. Puis là, éventuellement, là, les Ontariens, puis peut-être le nord-est des États-Unis. Là. Donc, c'est ça qu'on regarde de près. L'Ontario, les frontières viennent de se rouvrir. Ça, c'est beaucoup de clients qui viennent à Montréal. Là. Donc, on travaille étroitement avec Tourisme Montréal. On a tout un plan, d'ailleurs, qui a été dévoilé, le plan d'attraction touristique là, qui est en place. Et on travaille étroitement avec Tourisme Montréal. Alors, bonjour, il me reste Luc. J'aimerais juste souligner que il y a plusieurs liens qui ont été mis dans le chat. Donc, je suggère que le webinaire reste ouvert là, pendant 5 minutes après qu'on ait cessé de parler. Si les gens veulent recopier les liens dans le chat, des gens ont mis des supports juridiques, par exemple, sur le bail. Il y a quelques éléments qui peuvent être intéressants. Donc, peut-être d'aller faire un tour sur le chat pour aller récupérer ces liens-là. Et je te remercie beaucoup du temps pour ce matin de cette conversation. Bref, la relance s'annonce vivante. Donc, on va y participer activement. Et puis remercier aussi la Ville de Montréal pour ses actions. Et sur ce, je vais souhaiter à tout le monde, des détaillants très occupés, un bon vendredi. Merci. Merci.